La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de résolution européenne pour la relance européenne et le renforcement du contrôle démocratique. La parole est à Monsieur Christophe Carrèche, rapporteur de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Depuis plusieurs années, l'Europe est en proie à une crise sans précédent qui ébranle ses fondements et fait douter les peuples qui la composent. Cette crise a commencé avec la crise des subprimes, qui s'est diffusée en Europe comme dans le reste du monde. Elle s'est poursuivie avec la crise des dettes souveraines et elle se prolonge avec la menace de la récession ou sinon d'une croissance atone. Alors que dans les autres parties du monde, la sortie de crise est une réalité, elle reste encore hypothétique en Europe. L'Europe n'était certes pas préparée à affronter une telle situation, mais elle a beaucoup tâtonné et perdu du temps, ne se décidant le plus souvent à agir que le dos au mur. Il ne s'agit pas pour nous de nier tout ce qui a été fait ou de rejeter par principe toutes les solutions qui ont été élaborées. On peut porter une critique radicale sur les insuffisances de la réponse européenne. Une autre chose est de bâtir une stratégie véritablement efficiente pour défendre les acquis de la construction européenne, en particulier l'euro, et remettre l'Europe dans la bonne direction. Dans le processus qui s'est mis en mouvement pour tenter de résoudre la crise des dettes souveraines en Europe, deux aspects nous paraissent devoir être soulignés, et c'est l'objet de la résolution qui vous est soumise ce matin. Le premier aspect concerne la manière dont ont été élaborées les réponses à cette crise, mais aussi la manière dont sont appliquées ces réponses, tant au niveau des modalités de discussion et de décision qu'au niveau de la mise en œuvre des décisions. Le processus est marqué par un grand déficit démocratique. Et cela nous inquiète, car sans adhésion des peuples et de leurs représentants, il ne sera pas possible de surmonter cette crise. Il y a même un véritable risque de chaos, on le voit en Grèce, à vouloir à toute force imposer des solutions qui ne sont pas acceptées. Ce déficit démocratique s'est d'abord manifesté dans la manière dont l'Union européenne a traité la crise. Ce processus de décision a été conduit à marche forcée, à coups de sommets répétitifs et de rencontres franco-allemandes. Les institutions européennes ont été marginalisées, les parlements nationaux ont été ignorés, le Conseil européen a été parfois relégué, je pense notamment aux propositions de M. Van Rompuy concernant le traité budgétaire qui ont été écartées, et c'est dans ce contexte que s'est élaborée cette réponse. Je suis convaincu, pour ma part, que si d'autres méthodes avaient été appliquées, peut-être que d'autres solutions auraient été retenues. Il ne fait nul doute, pour moi par exemple, que si le traité budgétaire avait été préparé au sein d'une convention, comme ça aurait pu être le cas, sa physionomie en aurait été changée. C'est un fonctionnement totalement atypique en réalité qui a été mis en place, centré quasi exclusivement sur le couple franco-allemand. Certains s'en réjouiront, considérant que l'éclatement du cadre institutionnel européen est une condition pour avancer. Je ne fais pas partie de cela. Ce fonctionnement n'est pas bon pour l'Europe. Il risque de susciter la colère de ceux qui ne se sentent pas suffisamment partie prenante de la discussion. Beaucoup d'États, d'ailleurs, ont dénoncé le couple, entre guillemets, Merkozy, et beaucoup de peuples s'interrogent sur ces décisions que l'on voudrait leur imposer. Le fonctionnement n'est pas bon pour la France non plus. On pourrait se réjouir, effectivement, de figurer dans l'axe qui impulse, voire impose les solutions. Mais dans la réalité, le couple franco-allemand est profondément déséquilibré. Dans les discussions qui ont opposé la France et l'Allemagne sur la BCE, sur le fonds de stabilisation, sur les euro-obligations, sur le caractère contraignant de la discipline budgétaire, sur la taxe sur les transactions financières, à chaque fois nous avons eu le sentiment que ce sont les positions allemandes qui ont prévalu. Certains diront oui, mais nous avons obtenu un gouvernement économique. C'est vrai, mais celui-ci fonctionnera aux conditions allemandes. D'abord le budget et la discipline, ensuite la croissance, mais uniquement vue sous l'angle de la compétitivité et des coûts salariaux. Si le couple franco-allemand donne à la France l'illusion de sa grandeur passée, il est surtout pour l'Allemagne un habillage utile pour faire entériner ses décisions. Le déficit démocratique, c'est aussi la caractéristique des dispositifs qui ont été mis en place
pour contraindre les États à la discipline ou à appliquer des programmes d'ajustement. Sanctions automatiques, judiciarisation de la discipline budgétaire avec l'intervention de la Cour de justice, mise sous tutelle des États placés sous assistance, avec notamment la perspective des two-packs. Autant de dispositions qui visent à écarter les représentants des peuples de leurs responsabilités. Qu'il soit nécessaire de définir un cadre commun dans lequel les engagements soient garantis, nous en sommes d'accord et nous ne le contestons pas. Mais celui-ci doit associer les représentants des peuples et non les écarter. Il nous faut donc revenir à un mode de fonctionnement plus équilibré, plus respectueux des institutions européennes, mais aussi des institutions nationales. Sur ce plan, d'ailleurs, je crois qu'il faut se réjouir que, notamment sous l'impulsion de M. Pierre Lequillier, le traité budgétaire ait retenu la participation des parlements nationaux à la discussion des questions budgétaires. Mais cela reste cependant insuffisant. Il faudra par ailleurs, au niveau national, renforcer les procédures de contrôle du Parlement et de l'Assemblée nationale sur les dispositifs européens. Je pense notamment, mais ce sera l'objet du débat la semaine prochaine, sur le MES. Il faudra que, sur ces questions-là, notre Assemblée soit plus présente et que son contrôle soit effectif. Le deuxième aspect qui nous a conduit à déposer cette proposition de résolution européenne concerne la nature de la réponse économique et financière à la crise. Nous contestons en effet l'approche qui a été retenue dans l'élaboration du traité budgétaire dont nous demandons la renégociation, et ce sur 3 points. Le premier concerne la coordination des politiques budgétaires et économiques. Nous considérons que la coordination des politiques budgétaires et économiques en Europe ne peut pas être vue uniquement sous l'angle de la convergence. L'article 9 du traité budgétaire indique « Les parties contractantes s'engagent à œuvrer conjointement à la définition d'une politique économique qui favorise le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire et qui prône la croissance économique grâce au renforcement de la convergence et de la compétitivité. » Pour nous, la convergence est la finalité et non le moyen. La zone euro est profondément hétérogène et appliquer la même politique à tous les États qui la composent ne peut qu'accentuer cette hétérogénéité. C'est un grave contresens que de substituer la convergence à la coordination. Une zone monétaire doit fonctionner, de notre point de vue, avec des transferts, avec une meilleure coordination des différentes politiques économiques, en fonction des spécificités et des particularités de chacun des pays européens. Il n'est pas vrai que nous ferons de chacun des pays européens une petite Allemagne. Ce n'est pas souhaitable et c'est illusoire. Deuxième point, l'ajustement budgétaire demandé aux pays européens doit être soutenable. L'assainissement budgétaire est indispensable, car au-delà d'un certain niveau d'endettement, nous le savons, la situation n'est plus viable. Mais il ne peut se faire dans de bonnes conditions que si les pays ont accès à la liquidité. À ce titre, nous répétons et nous redisons que la BCE a un rôle important à jouer. Elle le fait, certes, depuis quelques mois, mais tardivement et sans aucune garantie qu'elle continuera à le faire dans le futur. La croissance, enfin. La croissance passe par l'investissement et pas seulement par des mesures structurelles. Il est absolument nécessaire de mettre en place une politique d'investissement européen. Dans ce qui est proposé au niveau européen, cette politique fait défaut. Pourtant, il existe beaucoup de propositions qui ont été formulées dans ce domaine. Cela pourrait passer par l'augmentation, par exemple, des capacités d'emprunt de la Banque européenne d'investissement. Cela pourrait passer par la mise en place de project bonds. C'est la proposition de la Commission européenne qui permettrait de financer, à la Commission de financer à travers l'emprunt un certain nombre de projets. Cela passe également par un budget européen profondément rénové et sans doute augmenté, alimenté par une taxe sur les transactions financières. Il y a là aussi des ressources financières qui peuvent être mobilisées pour doper l'économie européenne. Nous pensons qu'il convient de mettre en place un véritable fédéralisme de projets dans un certain nombre de domaines et qu'il faut dégager des moyens pour cela. On ne peut pas condamner l'Europe à l'austérité généralisée. Il faut mettre en place des politiques de soutien et de relance. Ce qui menace l'Europe,
c'est la récession, c'est la déflation, ce n'est pas le risque d'emballement ou d'inflation. Il ne faut pas se tromper de diagnostic. C'est pourquoi, si nous approuvons le traité sur le MES dont l'Europe a besoin pour garantir sa stabilité et dont les pays les plus fragiles ont besoin pour surmonter leurs difficultés, nous ne pouvons accepter le traité budgétaire en l'état. Les élections présidentielles et législatives seront aussi l'occasion pour les Français d'imprimer un nouveau cours à l'Europe. Merci. Merci, Monsieur Carrèche. La parole est maintenant Monsieur le ministre chargé des Affaires européennes. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Président Pierre Lequille, Mesdames, Messieurs, il est difficile en effet d'être en désaccord avec l'intitulé de la résolution qui est proposée. Qui ne souhaite pas relancer l'économie européenne? Qui ne souhaite pas pouvoir poursuivre la démocratisation de fonctionnement de nos institutions européennes? Je n'aurai donc, dans cet début d'harmonie, que quelques bémols à poser sur les propositions qui sont faites. D'abord, cette Europe démocratique, pleinement investie dans la simulation de la croissance, c'est celle que nous sommes en train de construire. Par ailleurs, quand elle ne conforte pas notre action, les solutions que vous proposez sont quelquefois effectivement utopiques ou bien dangereuses. Et enfin, il faut avoir une cohérence d'ensemble dans ce que l'on propose, dans les équilibres qui sont nécessaires entre la Commission, l'intergouvernementale, le Conseil et le Parlement. C'est la raison pour laquelle je voudrais d'abord vous remercier, Monsieur Carrèche, parce que la position du gouvernement est confortée par l'ensemble des propositions que vous venez de faire, et je vais essayer de vous le démontrer. La résolution affirme en effet la croissance et l'emploi doivent être au cœur de nos priorités. C'est vrai. Et c'est clairement le sens des mesures qui ont été annoncées le 30 janvier. Je me permets de rappeler que, parallèlement au traité sur le MES et sur le SCG, il y avait une déclaration. Et que cette déclaration n'était pas simplement incantatoire, elle était aussi extrêmement réaliste et faisait des propositions concrètes. D'abord, il y a des fonds européens non utilisés, 82 milliards. Et la décision européenne, c'est qu'ils soient affectés à la fois sur l'emploi, et en particulier l'emploi des jeunes, en utilisant le Fonds social européen à hauteur de 22 milliards sur cet objectif. Et le deuxième point, c'est l'aide et le financement des petites et moyennes entreprises en allégeant leurs obligations comptables et en encourageant leur développement capital-risque. C'est dire que dans les deux axes qui sont, à nos yeux, et je suis sûr de partager cet avis avec l'ensemble de l'hémicycle, développement de nos petites et moyennes entreprises et développement de la formation et de l'emploi des jeunes, 82 milliards sont orientés vers cet objectif. Le deuxième élément, c'est relancer l'investissement avec une politique budgétaire et monétaire favorable à la croissance, un budget européen réformé, de nouvelles politiques communes. Cela valide totalement l'action du gouvernement et l'action de la France au sein de l'Europe et les décisions qui y sont prises. Oui, Monsieur le rapporteur, vous avez raison, il faut créer une taxe sur les transactions financières. Vous avez pu constater que cette décision, qui était à l'ordre du jour du G20, à l'initiative de la France, continue à faire son chemin, à tel point que la France a dit qu'elle ne voulait pas y aller seule, mais qu'elle était prête à y aller en premier et de faire en sorte que cette taxe soit efficace. Oui, il faut soutenir l'investissement, mais la Commission travaille, vous le savez, sur le capital risque et sur la mise en place des project bonds. Nous sommes totalement en accord avec vous. Bien entendu, les project bonds sont là pour soutenir des projets concrets et qui permettent effectivement le développement économique des régions et en particulier des régions frontalières. Oui, il faut réformer le budget européen pour lui donner plus d'efficacité. Et dans le cadre des perspectives 14-20,
qui sont en discussion au Conseil des affaires générales européen. Nous sommes pleinement d'accord avec cet objectif, à tel point que nous défendons l'idée que nous pouvons dépenser mieux et dépenser moins. Et dans ce contexte, nous demandons une évaluation de l'ensemble des politiques budgétaires et des fonds structurels qui sont attribués. La résolution veut également donner plus de poids au Parlement européen et aux parlements nationaux. Et vous l'avez souligné, à l'initiative de la France, et vous avez raison, à l'initiative essentielle de Pierre Lequillier, nous avons pu introduire à l'intérieur du traité SCG le Parlement européen qui participe, le président qui participe à certains sommets de la zone euro, et sur la base d'une initiative française, la conférence parlementaire est mise en place afin de mieux débattre entre les parlements nationaux et le Parlement européen des politiques budgétaires et des projets européens. Par ailleurs, vous réclamez une plus grande démocratisation du processus décisionnel européen, mais je note que vous avez à la fois critiqué sa lenteur et en même temps critiqué son manque de démocratisation. Est-ce que cela paraît illégitime que des chefs d'État et de gouvernement élus démocratiquement par les peuples, différents peuples, puissent prendre un certain nombre de décisions lorsque l'urgence le réclame? Et vous savez très bien que souvent la lenteur que nous avons constatée était due à la validation, et ce qui est tout à fait légitime, de l'ensemble des parlements européens des décisions qui avaient été prises. J'en veux pour preuve le Fonds européen de stabilité financière et son extension qui a été demandée par la France et qui a été acceptée par nos amis allemands et l'ensemble du pays européen et qui a fait le tour des parlements nationaux pour valider, après 27 avis, les décisions concernées. J'ai bien entendu la critique sur le système mercosien. Oui, mais si la France et l'Allemagne n'étaient pas à l'initiative, qui le serait? Je le dis avec modération. Mais avez-vous vu une proposition dans la crise qui émane de la Commission et qui soit capable d'entraîner l'ensemble des pays européens? Eh bien, moi, je pense qu'effectivement, heureusement, qu'il y a une forte entente franco-allemande pour faire avancer ces projets. Après, le deuxième jeu consiste toujours à dire c'est la France qui a gagné ou c'est l'Allemagne qui a gagné. On pourrait dire que finalement c'est à l'initiative de la France qu'il y a un gouvernement économique européen. C'est à l'initiative de la France qu'il y a un fonds européen de stabilité financière qui s'est étendu. C'est à l'initiative de la France qu'il y a un mécanisme européen de stabilité qui a permis effectivement de pouvoir porter une solidarité envers l'ensemble des peuples. C'est aussi à l'initiative de la France que la Banque centrale européenne indépendante s'est mise à agir en toute liberté pour faire en sorte d'apporter 200 milliards d'euros sur les dettes souveraines et d'apporter des liquidités à hauteur de 500 milliards d'euros. Et donc, lorsque j'arrive en Allemagne, la question que les journalistes allemands me posent, c'est pourquoi la chancelière abandonne-t-elle toujours devant le président de la République? Et sitôt arrivé en France, c'est la question inverse que l'on me pose en disant pourquoi la chancelière allemande impose-t-elle toujours les choses au président de la République? Eh bien, la méthode communautaire, c'est une méthode de compromis. À un moment donné, 27 États sont autour de la table. À un moment donné, dans la zone euro, 17 États sont autour de la table. Et ça n'est pas céder que de faire un pas vers l'autre. Et ça n'est pas céder, surtout, de construire l'Europe ensemble. Vous avez évoqué les euro-obligations. Vous savez très bien qu'il ne serait pas acceptable aujourd'hui vis-à-vis de l'opinion publique allemande, mais française aussi, que les dettes soient mutualisées. Allez expliquer aux Français et aux Françaises que la dette grecque doit être mutualisée sans effort de la part de la Grèce. Allez expliquer que les 130 milliards qui ont été donnés par l'Europe, les 100 milliards qui ont été effacés des dettes privées, doivent se faire en mutualisation totale. Je suis sûr que les Françaises et les Français comprennent bien que cette mutualisation de la dette passe d'abord par une rigueur budgétaire acceptée par tous. Je n'accepte pas l'idée que la Grèce soit sous tutelle, parce qu'on ne met pas les peuples sous tutelle. Je n'accepte pas non plus l'idée que l'Europe punit la Grèce.
l'Europe aide la Grèce. Expliquer aux Françaises et aux Français que 230 milliards d'euros donnés par l'Europe à un pays en difficulté, c'est une punition. Je pense plutôt que, effectivement, si le peuple grec se révolte, c'est du laxisme passé et non pas de la rigueur présente. Vous avez demandé effectivement aussi à ce que le traité soit révisé. Je n'insisterai pas sur ce sujet. J'ai entendu d'abord révision, ensuite j'ai entendu ajout, ensuite j'ai entendu inflexion. Qui peut croire un instant qu'un traité se renégocie à l'occasion d'un changement de gouvernement? Je ne suis pas ministre depuis très longtemps, cher monsieur le rapporteur, mais j'ai déjà vu les Grecs changer de gouvernement, les Italiens changer de gouvernement, les Espagnols changer de gouvernement, les Danois changer de gouvernement. Eh bien, je me suis bien posé la question de me dire, et si chaque fois que le gouvernement changeait, passait de droite à gauche ou de gauche à droite, on réunissait les 27 pour renégocier, est-ce que c'est une méthode qui a été utilisée par le passé? Jamais. Est-ce que c'est une... Monsieur le ministre a la parole, merci. Est-ce que c'est une méthode qui n'est pas à même à déstabiliser à la fois l'Europe et à la livrer à l'instabilité et donc aux spéculateurs et donner un objectif qui est contraire à l'objectif que je suis sûr nous défendons ensemble? Cette proposition, enfin, ne me paraît pas avoir la cohérence nécessaire. Oui, il faut de la discipline et de la solidarité, mais la solidarité sans la discipline, ça s'est déjà produit. Ça s'appelait l'aide à la Grèce. Depuis 10 ans, la Grèce a reçu 240 milliards d'euros. Est-ce que si ces fonds avaient été utilisés pour la croissance et l'emploi, et en particulier pour la formation de la jeunesse, est-ce que vous pensez que la Grèce serait dans l'état où elle se trouve? Est-ce que la rigueur budgétaire n'aurait pas sauvé la Grèce plutôt que la situation difficile que subit malheureusement le peuple grec? Et donc, oui, il faut la croissance et l'emploi, mais par deux piliers qui sont la solidarité envers les peuples en difficulté et la discipline budgétaire. Enfin, au détour d'une proposition, vous demandez à séparer les activités de dépôt et activités d'investissement dans les banques. J'y répondrai si nécessaire en rappelant que Northern Rock, qui était une banque en faillite britannique, était une banque de dépôt et que Lehman Brothers, qui était en faillite de l'autre côté de l'Atlantique, était une banque d'investissement. Et que ce n'est donc pas le fait d'être une banque de dépôt qui protège de la faillite et des difficultés. En réalité, rien dans cette proposition, en dehors de la confortation de l'action gouvernementale et de la France et des actions qui sont menées au niveau européen, ne me paraît apporter ce que nous souhaitons. Nous voulons plus d'Europe, nous voulons mieux d'Europe. Nous voulons une Europe plus intégrée, nous voulons une Europe dans laquelle il y ait effectivement un contrôle démocratique plus fort pour que l'Europe populaire ne cède pas devant des nations populistes. Et pour autant, je pense que le traité que nous avons devant les yeux aujourd'hui, à la fois sur le mécanisme européen de stabilité et à la fois sur le SCG, sont des traités qui sont équilibrés et qui permettent à la fois de reprendre pied dans le niveau économique mondial et de faire en sorte que la solidarité s'exerce en même temps que la discipline. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Mes chers collègues, nous allons donc commencer la discussion générale. La première oratrice inscrite est Madame Marietta Karamanli. Pour une durée de 10 minutes, vous avez la parole pour le groupe SRC. Madame Karamanli. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. La proposition de résolution dont nous discutons aujourd'hui a plusieurs ambitions. Elle entend rappeler que les parlements nationaux et le nôtre en particulier doivent être saisis de ce qu'on appelle le semestre européen. Elle propose d'insister pour que les parlements nationaux débattent et donnent une orientation avant chaque conférence intergouvernementale des politiques économiques et budgétaires. Elle rappelle que la politique européenne elle-même, notamment lorsqu'elle doit viser à nous faire retrouver la prospérité par une politique volontariste d'investissement et de développement industriel, ne se réduit pas aux outils mis en œuvre.
Elle insiste pour que nous allions vers un budget européen disposant de ressources propres, c'est-à-dire alimenté par un ou des impôts au niveau européen et non par les seules contributions des États membres. Et de façon très concrète, elle revient sur les mesures de nature à concilier stabilité et solidarité dans la zone euro entre États, à savoir un mécanisme européen de stabilité qui puisse refinancer auprès de la Banque centrale européenne, une BCE qui joue pleinement son rôle en élargissant sa fonction de prêteur, une taxe sur les transactions financières introduite sans délai et une mutualisation partielle de la dette de l'Union et des investissements dans des secteurs d'avenir financés par les euro-obligations. Parallèlement, cette proposition de résolution estime que le recours à un nouveau traité fixant des sanctions plus automatiques en cas de déficit excessif des États, posant le principe d'une harmonisation fiscale et mettant en œuvre un rôle accru de Bruxelles sur les budgets nationaux n'est pas nécessaire. En effet, ce traité veut institutionnaliser la règle d'or d'une limitation des déficits publics. Mais cette fameuse règle d'or est déjà dans les traités. Depuis Maastricht, avec le plafond de 3% du PIB pour le déficit public et la limite de 60% du PIB pour la dette publique. Ici, donc, il convient de rappeler qu'on l'oublie trop souvent que le plafonnement du déficit public à 3% et l'obligation de maintenir une dette publique inférieure à 60% du PIB entrait dans le cadre d'une croissance à 3%. On est loin de là. Le texte de ce nouveau projet de traité, lui, il ne propose ni n'établit un rapport entre le déficit autorisé et la croissance. Le projet de traité n'apparaît pas non plus nécessaire dans la mesure où les mécanismes visant à renforcer la solidarité financière entre États face à la grave crise de la zone euro que nous traversons dans l'objet de dispositions spécifiques dans un autre traité. Il y a lieu donc de constater ici que les traités actes de droit international public s'imposant au législateur national français sont tantôt des véhicules acheminant vers les États des politiques publiques et des orientations économiques et financières, et tantôt les véhicules créant des outils qui mettront en œuvre ces politiques. Il en ressort une certaine difficulté pour les parlementaires à distinguer les normes qui définissent une politique économique et financière au niveau de l'Union et les normes qui ne font que créer des outils au service d'une politique qu'elle le soit. Je ne parle pas de la difficulté à pouvoir communiquer en direction des citoyens pour lesquels ce subtil distinguo a des allures de discussion alambiquées et inutiles. Mais dans ce contexte, cette résolution a le mérite de mettre l'accent sur la nécessité absolue et impérieuse que les parlements nationaux soient non pas seulement informés des décisions prises par les chefs d'État et de gouvernement et les institutions communautaires, mais participent activement à leur élaboration en amont, donnent des orientations et, in fine, puissent contrôler, c'est-à-dire rapprocher les objectifs présentés des décisions prises. Mon propos, donc, sera organisé autour de 3 idées. La première, c'est que les parlements nationaux doivent être saisis en amont de toute décision. La procédure de semestre européen mise en œuvre à compter du septembre 2011 consiste à coordonner ex ante les politiques économiques et budgétaires de la zone euro, et ce, en lien avec le pacte de stabilité, de croissance et la stratégie Europe 2020. Pour faire simple, le Conseil européen et le Parlement définissent des orientations et les États, sur la base de ces orientations, présentent leur stratégie. L'idée de la résolution est bien donc de réintégrer parfaitement les parlements nationaux dans le dispositif en faisant jouer la coordination entre eux. C'est une question de démocratie. La Commission des affaires économiques et financières du Parlement européen a, dans son rapport de novembre 2011, dit sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques, rappelait avec force au Conseil que l'introduction du semestre européen devait, je cite, respecter pleinement les prérogatives des parlements nationaux qui sont les garants des droits des citoyens. C'est aussi une question d'efficacité économique. La même Commission a constaté que les procédures complexes de la législation européenne et le manque de transparence des procédures décisionnelles, notamment au sein du Conseil européen et des conseils de ministres, effritaient la confiance des citoyens dans l'intégration européenne et fragilisaient de plus en plus le contrôle actif et constructif qu'ils avaient sur les politiques de dépenses. Il y a donc bien lieu d'appeler à ce qu'une conférence interparlementaire se réunisse en amont de la coordination et non seulement en accompagnement
comme le prévoit le projet de traité. Je voudrais aussi en quelques mots évoquer l'inadaptation des institutions actuelles à agir efficacement contre la crise. Dans plusieurs articles récents, dont un intitulé « La dépression auto-infligée de la zone euro », plusieurs économistes américains réputés s'interrogent sur l'absence de résultats de la politique de la fameuse Troïka, composée par ordre d'importance par la BCE, la Commission et le FMI. Pour eux, l'élément central est la BCE. Ils la comparent au FMI d'il y a quelques années qui voulait forcer les réformes dans les pays qui avaient besoin de son intervention et notent le caractère idéologique plus que pragmatique qui préside à son action. Ils notent sa résistance à créer de l'argent afin de stabiliser les rendements obligataires des États membres endettés, contrairement à ce qu'a fait la Réserve fédérale américaine. Il subodore un fort préjugé à l'égard des intérêts des créanciers, la poussant à s'assurer que tout pays qui a trop emprunté paie le prix fort pour le faire. Ces économistes font à juste titre remarquer que la crise n'a pas été causée par les pays de la zone euro les plus faibles, qui auraient trop emprunté, puisque tous les pays, sauf la Grèce, avaient vu leur dette publique par rapport au PIB baisser jusqu'à la récession mondiale, et ils considèrent que même la dette de la Grèce aurait été gérable si la Troïka avait répondu différemment au premier trimestre de 2010. Aujourd'hui, ce sont des chiffres édifiants. Pour 1 euro prêté à la Grèce, 19 centimes vont à l'État grec. 40 centimes reviennent aux banques étrangères. 23 centimes vont aux banques grecques et 18 centimes à la BCE. Selon ces spécialistes, la principale différence entre la BCE et la Réserve fédérale américaine est que celle-ci est décidée à faire baisser le taux d'intérêt à long terme en achetant les obligations du Trésor américain et que la dite dette ne génère pas d'intérêt car elle est détenue par elle. Il conclut provisoirement, c'est bien sûr ce que la BCE doit faire, mais elle refuse de le faire. Selon l'un de ces économistes, cette différence fait du républicain qui préside la Fed un socialiste, entre guillemets, en comparaison des dirigeants de la BCE. En fait, les règles sont suffisamment lâches pour que la BCE puisse faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la stabilité des prix et éviter la déflation. En d'autres termes, la BCE pourrait faire ce que la Réserve fédérale a fait afin d'éviter une récession, mais les dirigeants et les économistes européens aujourd'hui, par idéologie, par résistance et préjugés, ne le font pas. Cela, en étant que tel, justifie que nos assemblées souveraines veillent à modifier et réorienter leur action. Je terminerai en évoquant la nécessité d'une politique de croissance durable et juste pour l'Europe. L'accord conclu à Bruxelles, voulu par la chancelière allemande et le président français, n'apporte rien qui soit de nature à engager l'Europe sur la voie du redressement économique et financier. Il s'inscrit dans le prolongement des annonces et décisions prises depuis le début de la crise grecque et fait le choix de l'austérité et de la discipline alors qu'il faudrait de la relance et de la solidarité. Il propose aux États membres de transposer dans leur loi fondamentale une règle qui interdira toute politique de soutien à l'économie. Je l'ai dit à cette tribune et je le redis aujourd'hui. Les mesures décidées n'ont guère de pertinence sur le plan macroéconomique, puisque gèlent une nouvelle fois des dépenses publiques et qu'on augmente les impôts en période de ralentissement économique. Comme tous les pays de la zone font pareil, cela entraîne la zone dans une spirale dépressive. À une politique donc restrictive, faite pendant une révision de la croissance vue alors à la baisse, où l'on tire la conséquence qu'il faut mettre en œuvre de nouvelles mesures restrictives. La situation donc dramatique vécue par le peuple grec, à qui on ne propose que de l'austérité, sans aucune perspective, même à moyen terme, risque de conduire à un refus de l'Europe et de l'euro. Comme les mesures à mettre en œuvre ne sont jamais suffisantes, il y a clairement un risque de fuite en avant dans l'économie parallèle, et donc l'éventualité de nouvelles pertes fiscales et sociales, et in fine donc la probabilité que les réformes imposées ne réalisent pas objectif fixé par la fameuse Troïka qui demandera encore plus d'austérité. Honnêtement, mes chers collègues, comment ne pas comprendre que les gens, et notamment ceux qui travaillent, ont besoin à la fois de confiance et de perspectives pour donner et payer, rembourser et remettre un pays à flot. Pour ces raisons, il est temps
de mieux coordonner les politiques budgétaires et fiscales en Europe, mais surtout de remplacer la politique européenne économique dans le bon sens, à savoir lutter efficacement contre la crise et affirmer la nécessité d'une politique économique ambitieuse pour une croissance durable et de plein emploi. Voilà à quoi s'attache cette résolution. C'est pour ça qu'on vous appelle vraiment à la soutenir. Merci de votre attention. Merci Madame. La parole est maintenant Madame Pascal Brindot, Pascal Brindot pour le groupe Nouveau Centre pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La proposition de résolution qui nous est proposée de discuter aujourd'hui touche à un sujet central et majeur. Majeur à un moment crucial de notre histoire, de l'Europe, à l'heure où se décident à Bruxelles les conditions du sauvetage de la zone euro et quelque part les conditions de l'avenir même de l'Union européenne. Et c'est un sujet central pour notre histoire nationale présente, puisque l'Europe, la conception dont on en fait, doit être au cœur de la campagne présidentielle parce qu'elle sous-tend la crédibilité et la réalité des programmes qui ne peuvent s'exonérer de l'ensemble que nous constituons avec nos partenaires européens. Lors du dernier sommet qui réunissait à Bruxelles les dirigeants européens, la France et l'ensemble de ses voisins, à l'exception du Royaume-Uni et de la République tchèque, ont pu aboutir à un accord de discipline budgétaire, qui n'est pas qu'une notion de discipline, mais bien une notion de bon sens budgétaire. Avec cet accord, qui marque l'adoption de la règle d'or que les centristes défendent et prônent depuis de longues années, nous franchissons un pas vers le redressement de la situation économique qui est extrêmement préoccupante à l'échelle de l'Union européenne. Avec cet accord, nous pourrons retrouver la voie de la confiance et de la croissance, parce que sans discipline, sans bon sens économique et budgétaire, il n'est pas de croissance possible. Et nous avons besoin d'éviter que se propage à l'ensemble des pays de la zone euro la contagion de la crise des dettes souveraines. Le traité permet surtout de lever ce qui restait encore un tabou voici quelques années, y compris lors des réunions du Conseil européen, c'est celui de l'instauration, au-delà d'une simple gouvernance, d'un véritable gouvernement économique européen. Gouvernement économique européen qui est au fondement même de l'histoire de la construction européenne et qui était dans le rêve de ses pères fondateurs. Et seul le respect de cette exigence qui nous est chère permettra aux pays de la zone euro de sortir durablement de la crise à laquelle nous devons faire ensemble face. Ainsi, la présente proposition de résolution s'inscrit-elle dans ce contexte particulier et alors même que notre Assemblée sera appelée dans moins d'une semaine à s'exprimer sur le projet de ratification du traité sur le mécanisme européen de stabilité destiné à préserver les conditions de stabilité financière dans la zone euro. À travers ce texte, les députés socialistes proposent d'une part de reconsidérer le rôle des institutions démocratiques et représentatives dans la définition des politiques budgétaires de l'Union européenne et d'autre part de doter un éventuel futur traité de dispositions favorables à la croissance et à l'emploi. Sur le fond, le renforcement du contrôle démocratique est une exigence que nous partageons tous. Le gouvernement économique européen souffre d'un évident déficit démocratique et qui nécessite d'associer étroitement le Parlement européen bien sûr, et les parlements nationaux dans le cadre des procédures législatives et de contrôle européennes. De même, nous ne pouvons nous contenter d'une Europe qui ne serait qu'intergouvernementale, où la seule somme des intérêts des États ferait office d'intérêt général. Nous devons mettre en place une Europe véritablement intégrée,
doté de structures efficaces et susceptibles de créer une véritable impulsion européenne. Néanmoins, certaines propositions avancées par nos collègues socialistes pour remédier à ce déficit démocratique ne sont pas adaptées. Je pense notamment à la disposition qui vise à assortir l'examen annuel de croissance d'une procédure de codécision. Cette mesure risquerait de soumettre les États membres à un contrôle du Parlement européen dans un domaine qui relève d'un ressort purement national. Par ailleurs, le texte semble occulter les progrès qui ont d'ores et déjà été faits récemment en faveur d'un renforcement de ce contrôle démocratique, que ce soit par l'organisation au sein de notre Assemblée de débats préalables et postérieurs aux Conseils européens, ou encore par l'instauration d'une conférence interparlementaire. La coordination des politiques budgétaires s'est également sensiblement améliorée, à l'image du semestre européen créé il y a quelques mois. Ces éléments démontrent qu'il existe bel et bien un débat au sein du Parlement français sur la définition des politiques budgétaires européennes. En outre, l'exposé des motifs du texte indique la nécessité de placer la croissance et l'emploi au cœur de nos priorités. C'est là aussi un objectif louable auquel chacun peut souscrire, mais sur lesquels nous ne trouvons aucune mesure concrète et réalisable pour que cet objectif soit atteint. Et je dois dire que cet objectif fait également défaut dans le projet du candidat à l'élection présidentielle de nos collègues socialistes. Si nous voulons apporter une réponse efficace aux problèmes qui touchent actuellement l'ensemble des pays de la zone euro, nous devons agir dans un esprit de responsabilité, de discipline, allié à une nécessaire solidarité envers nos voisins européens. Ça a été dit par le ministre avant moi, mais je le reprends, il ne peut y avoir de solidarité s'il n'y a pas de discipline. Et on a vu effectivement ce qu'avaient pu donner des mécanismes de solidarité qui ne s'appuyaient pas sur ces règles de bon sens en matière budgétaire et en matière économique. Et plus largement, c'est la nature même de l'Union européenne que la gravité de la situation actuelle nous oblige à considérer. Nous devons réfléchir aux moyens de résoudre les problèmes fondamentaux qui nous ont conduits à cette situation de crise sans précédent, et cela se traduit par la nécessité de mettre en place ce réel gouvernement économique européen, fondé notamment sur la redéfinition du rôle et des objectifs de la Banque centrale européenne. Rappelons-le, la proposition de résolution émane d'un groupe qui s'oppose au projet de traité. Et le rapport évoque clairement, c'est écrit, que pour vous, ce traité ne serait pas indispensable, que la règle de discipline budgétaire, la règle d'or, ne serait pas indispensable. Ça a d'ailleurs été rappelé à la tribune juste avant moi. Et cette conception à la fois de la construction européenne et de la façon dont la France devra mener demain ses politiques dans ce cadre-là me semble particulièrement inquiétant. Dans ce contexte, précisément, nous connaissons tous l'urgence. Et l'urgence, c'est de poser les bases de mécanismes pérennes de protection et de sauvegarde des différentes économies de la zone euro. La proposition n'est donc ni plus ni moins qu'une prise de position politique à l'heure où, au-delà des clivages et des échéances électorales, nous devrions afficher une volonté commune dans l'intérêt de la France pour le projet européen. Je regrette avec mes collègues du Nouveau Centre que les auteurs de la proposition n'aient pu s'élever au-dessus de leur tactique électorale et politicienne pour appuyer pourtant une démarche légitime, celle du débat sur l'Europe, dans un esprit de responsabilité face à nos concitoyens, précisément dans la perspective de l'élection présidentielle. Pour ces raisons, vous comprendrez, mes chers collègues, que le groupe Nouveau Centre n'apportera pas son soutien à la proposition de résolution. Je vous remercie. Merci Monsieur Brindot. La parole est maintenant Monsieur Jean-Paul Lecoq pour le groupe GDR pour une durée de 10 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la crise économique et financière européenne résulte directement des choix politiques inscrits dans les traités européens que nous avons pour notre part tous rejetés.
De celui de Maastricht à celui de Lisbonne, voté contre l'avis du peuple français lui-même après le référendum de 2005. Les fondements mêmes sur lesquels repose la construction européenne, à savoir la logique de compétition et de mise en concurrence des États membres, expliquent en grande partie la fragilisation financière des États. On pense notamment au principe de libre circulation des capitaux, aux critères du pacte de stabilité, dont les seuls juges sont les marchés, et les agences de notation élevées au rang d'arbitre absolu. La crise qui touche de plein fouet les peuples européens était en germe dans ces traités. La politique monétaire de l'Union, conduite par la BCE, devait déboucher tôt ou tard sur une crise de grande ampleur. Pourtant, les dirigeants européens persistent dans le déni et poursuivent inlassablement la même logique. Ils se servent de la crise comme prétexte pour consacrer la doctrine de l'orthodoxie budgétaire et la perte de souveraineté financière des États. La mise en place du semestre européen, nouvel outil de coordination des politiques économiques et budgétaires, en témoigne parfaitement. Il s'agit purement et simplement d'un dispositif de transfert de souveraineté vers des institutions non démocratiques. Faisant valoir que la prévention est préférable à la correction, la Commission européenne, dans sa communication du 12 mai 2010, avait indiqué, je cite, « Le semestre européen permettrait que les États membres mettent en œuvre une coordination, faut entendre des politiques économiques, en amont au niveau européen lors de la préparation de leurs programmes nationaux de stabilité et de convergence, y compris leur budget, y compris leurs programmes nationaux de réforme. » Selon les mots de la Commission européenne, une surveillance budgétaire et économique en amont, qui fait défaut pour le moment, permettrait de formuler de véritables orientations qui tiennent compte de la dimension européenne et qui se traduiraient par des décisions politiques nationales. La Commission affirmait par là même, sans s'en cacher, qu'il est souhaitable d'exercer une influence directe sur les choix budgétaires nationaux. Ces orientations confirmées par la suite, ont été affinées, puis le Conseil ECOFIN du 7 septembre 2010 a adopté la proposition de la Commission sous la forme juridique d'une modification du code de conduite régissant la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance. La procédure est depuis le 1er janvier 2011 la suivante. Sur la base d'un rapport de la Commission, le Conseil ECOFIN émet des recommandations sur de grandes orientations de politique budgétaire, qui devraient être suivies par les États membres dans la confection de leur programme de stabilité. Les États présentent leur projet de budget à la Commission et au Conseil européen, qui, après analyse, font leurs recommandations pour d'éventuels changements. Nous sommes donc bien au-delà d'une simple coordination budgétaire. Il s'agit au contraire d'une ingérence dans les politiques structurelles nationales que s'octroient le Conseil européen, la Commission et le Conseil. Les informations sur lesquelles vont s'appuyer les institutions européennes pour établir leur avis sont en elles-mêmes des partis pris politiques et idéologiques. Coûts salariaux unitaires, productivité, évolution de l'assiette d'imposition, prix des actifs financiers, réforme systémique des systèmes de retraite mis en œuvre ou non, etc., etc. Le fait que les institutions européennes aient leur mot à dire avant même que les parlements élus démocratiquement ne puissent se prononcer crée un précédent dangereux, car il fausse le débat national sur des orientations budgétaires préalablement fixées au niveau européen. Cette logique a entraîné la mise en place de politiques d'austérité partout en Europe et a été suivie par un vaste ensemble de mesures encore plus drastiques, transférant chaque fois un peu plus la souveraineté parlementaire vers les institutions communautaires. Le six-pack, des directives et règlements qui poussent la logique du semestre européen encore plus loin en prévoyant des sanctions financières pour les États qui ne respecteraient pas les injonctions de la Commission européenne. Le pacte pour l'euro plus, qui fixe aux États des objectifs d'équilibre budgétaire, et 3 traités, dont le fameux traité dit de stabilité, de coordination et de gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, qui consacre l'orthodoxie budgétaire en doctrine, renforçant la portée juridique de la règle d'or de retour à l'équilibre des comptes publics. Si les dispositions du pacte de stabilité et de croissance constituaient déjà une forme de subordination des États membres et des exigences et des contraintes extérieures, l'ensemble des mesures tendant au renforcement de la coordination des politiques économiques, en prenant en compte le prétexte de la crise économique et financière, visent clairement à une mise sous tutelle budgétaire des États membres.
Face à ces dangers, nos collègues du groupe socialiste présentent une proposition de résolution qui s'inscrit dans la continuité de la résolution sur le semestre européen, adoptée par le Parlement européen le 1er décembre 2011. Désireux de renforcer le contrôle démocratique du semestre européen, ils souhaitent, je cite, assurer une réelle participation du Parlement européen et des parlements nationaux au semestre européen. Ils recommandent pour ce faire que le Parlement européen codécide des grandes orientations fixées dans le cadre de la procédure sur le semestre européen et que les recommandations des parlements nationaux émises en direction de la Commission soient, je cite, effectivement entendues et respectées. Or, toutes les suggestions de nos collègues socialistes intègrent le principe même du semestre européen. Le contrôle des budgets nationaux par les institutions européennes n'est pas remis en question. Aussi, ne comprenons-nous pas bien la logique qui préside à ce texte et considérons-nous ces suggestions inconsistantes? Comment renforcer le contrôle démocratique d'une procédure qui viole fondamentalement le principe de souveraineté budgétaire des États membres? Il y a là une incohérence qui fonde notre désaccord. Pour notre part, nous avions déposé une proposition de loi constitutionnelle garantissant la souveraineté du peuple en matière budgétaire. La numéro 2913 était publiée le 20 octobre 2010, qui avait été examinée, souvenons-nous, le 2 décembre dans le cadre de notre niche. L'objet de notre proposition de loi était justement d'éviter que, par le biais de règles nouvelles, la France voie l'élaboration annuelle de son budget soumise à une supervision trop étroite, ainsi qu'à des orientations contraignantes dictées par le Conseil et la Commission européenne. Notre proposition de loi, si elle avait été adoptée, aurait empêché que notre Parlement ne soit réduit à une chambre d'enregistrement budgétaire des choix européens guidés à l'heure actuelle par l'omniprésence des politiques libérales. Aussi, ne pouvons-nous que regretter que le groupe socialiste ait voté contre notre proposition de loi qui allait dans le sens du renforcement démocratique qu'il appelle aujourd'hui de ses vœux. Je rappellerai enfin que les députés du groupe GDR, le candidat du Front de gauche à l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon, souhaitent l'abrogation de l'ensemble des mesures tendant à la consécration de la doctrine de l'orthodoxie budgétaire et souhaitent également, nous vous l'avons déjà demandé, Monsieur le Ministre, l'organisation d'un référendum sur ces questions. Merci, mes chers collègues. Merci, Monsieur Lecoq. La parole est maintenant à Monsieur Pierre Lécuyer pour le groupe UMP. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, la proposition de résolution européenne présentée par le groupe socialiste est, comme l'a souligné Pascal Brindot, une proposition politique. Ce qui d'ailleurs n'est pas usuel, mais bon, dans le contexte de l'approche des présidentielles, on peut le comprendre. Et il est un mélange hétéroclite de dispositions superflues parce que certaines réalisées, certaines trop vagues pour être valables, certaines électoralistes et manifestement contraires aux positions défendues par la France auprès de ses partenaires européens dans le contexte de crise que nous connaissons, et vous l'avez souligné, Monsieur le Ministre. J'ose espérer que le programme électoral du Parti socialiste ne se réduit pas à cette proposition de résolution en ce qui concerne les questions européennes. D'abord, la participation des parlements nationaux au processus de gouvernance économique européenne et des propositions sur le contenu que doit avoir cette gouvernance. Une telle proposition ne peut être d'aucune façon approuvée, malgré les objectifs qu'elle met en avant, auxquels on ne peut que souscrire, puisqu'elle s'intitule « Proposition de résolution pour la relance européenne et le renforcement du contrôle démocratique ». S'il y avait un doute sur le caractère partisan de cette motion, ce doute serait immédiatement levé par la phrase que je qualifie de scandaleuse, sectaire et bafouant le respect de la démocratie dans l'exposé des motifs de cette proposition de résolution, quand elle affirme que les dirigeants actuels n'ont plus la légitimité pour imposer cet indispensable changement de cap. Je ne peux pas croire, Monsieur Carrèche, que c'est vous qui avez écrit cette phrase. Avec Michel Diefenbacher, qui l'avait soulevé en commission des affaires européennes, je demande, mais qu'est-ce que ça veut dire?
que le président de la République, Nicolas Sarkozy, élu à 53% par le peuple français, et le gouvernement Fillon, soutenu par sa majorité victorieuse en 2007, ne sont plus légitimes, que ce sont les sondages provisoires qui les rendent illégitimes. Je rappelle un principe élémentaire de la démocratie, c'est que le président de la République a toute légitimité pour agir jusqu'à la fin de son mandat, et ce ne sont pas les sondages provisoires d'aujourd'hui, c'est le peuple français qui, nous n'en doutons pas, lui donnera à nouveau sa légitimité pour poursuivre sa tâche européenne remarquable. Et si ce sont les dirigeants européens qui sont visés, cette phrase est aussi scandaleuse. Le président Van Rompuy et le président Barroso ont été désignés, vous le savez très bien, de façon totalement démocratique, selon les procédures prévues par les traités. Leur légitimité pleine et entière ne saurait, elle non plus, être contestée. Votre proposition de résolution invite le gouvernement à soutenir l'institutionnalisation d'une conférence budgétaire interparlementaire. Et vous y consacrez d'ailleurs pas moins de 3 alinéas. Mais comme l'a très justement dit Christophe Caresche et Monsieur le ministre, c'est déjà fait. Vos observations et recommandations sont donc totalement superflues parce que tout simplement dépassées. En accord avec le président de l'Assemblée, je me suis beaucoup investi, en liaison avec notre excellent représentant permanent à Bruxelles, pour introduire dans le traité de stabilité cette conférence interparlementaire. Le projet de traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, qui sera signé dans quelques jours par 25 États membres de l'Union européenne, prévoit expressément une telle conférence dans son article 13, dans une rédaction directement inspirée par la France, et Christophe Caresche a bien voulu le souligner. C'est d'ailleurs un combat que nous menions ensemble. Et les parlements n'ont nul besoin d'une autorisation ou d'un soutien des gouvernements pour organiser des échanges entre eux. Ce constat, nous le partageons d'ailleurs avec nos collègues allemands du Bundestag, avec lesquels nous avons formé, sous la coprésidence de M. Accoyer et de M. Lamert, un groupe de travail qui a tenu sa dernière réunion il y a quelques jours à Paris. J'observe que ces échanges se déroulent déjà de manière active, avant même l'entrée en vigueur des nouveaux traités, et qu'une rencontre interparlementaire aura lieu à la fin du mois à Bruxelles sur le thème du semestre européen. Et Christophe Caresche est témoin des réserves que nous avions connues de la part de M. Lamert et du Bundestag sur l'instauration de cette conférence interparlementaire. C'est donc nous avons su, au niveau de l'exécutif comme au niveau parlementaire, convaincre nos partenaires allemands. De façon continue, le renforcement du contrôle démocratique exercé par les parlements nationaux sur le processus décisionnel européen est un objectif auquel nous travaillons sans relâche. Vous le savez, l'Europe a aujourd'hui une place beaucoup plus importante dans cette Assemblée et je voudrais m'élever contre les assertions comme quoi le contrôle du Parlement ne serait pas opportun, pas suffisant, etc. Je voudrais dire que nous avons fait beaucoup pour faire progresser la place de l'Europe dans cette Assemblée. C'était l'un des objectifs de la dernière réforme de la Constitution et du règlement intérieur de notre Assemblée que j'ai âprement défendu et que vous utilisez régulièrement, d'ailleurs l'opposition, à travers les séances de contrôle européen ou les propositions de résolution comme celle que vous présentez aujourd'hui. Tous ceux qui participent régulièrement à nos travaux savent les progrès considérables qui ont été faits. Tout est perfectible, mais les progrès ont été très remarquables et je remercie Christophe Caresche de l'avoir souligné dans son propos. Dans l'exercice de mes fonctions de président de la Commission des affaires européennes de notre Assemblée, excusez-moi d'insister, mais j'ai quand même été piqué par ces critiques, et en lien étroit avec le président Accoyer, j'ai pris en permanence l'initiative des débats et des auditions avant les Conseils européens en séance et après les Conseils européens. Ces débats dans l'hémicycle se substituent aux questions d'actualité et sont donc télévisés en présence du Premier ministre, du ministre d'État, du ministre des Affaires européennes. Le débat sur les Conseils européens se tient aussi après le Conseil, au sein de notre commission, avec le ministre des Affaires européennes,
Et encore récemment, à travers 2 auditions conjointes avec la Commission des finances, des ministres des Finances et du Budget, j'ai aussi pris l'initiative d'ouvrir toutes nos réunions de commission à nos collègues du Parlement européen, et ces collègues viennent assez régulièrement, et d'organiser des réunions spécialement consacrées pour rencontrer les parlementaires européens lors de leur semaine de circonscription, avec le Sénat d'ailleurs. Je pense en effet que l'implication accrue des parlements nationaux dans la conduite de l'Europe doit se faire dans une relation étroite de partenariat entre parlements nationaux et parlements européens. Dans cet esprit, nous avons pris une initiative unique dans l'histoire de l'Europe, et c'est la seule jusqu'ici, une réunion plénière en visioconférence de la Commission des affaires européennes avec la Commission IMCO du Parlement européen, qu'il faudra d'ailleurs renouveler. Dans le même esprit, nous avons lancé avec le président Accoyer une étude avec France Télécom et Deutsche Telekom sur la mise en place d'un réseau permanent reliant les parlements nationaux en visioconférence. Je pourrais encore poursuivre la longue liste des débats, rencontres, travaux parlementaires sur l'Europe au sein de notre Assemblée qui n'ont jamais été aussi intenses. Certes, et nous avons accueilli l'ambassadrice du Danemark il y a quelques jours, nous n'en sommes pas au système danois où il existe un mandat impératif liant le gouvernement. Mais un tel système serait totalement contraire à nos institutions et d'ailleurs contraire à l'intérêt de l'Europe qui a profité de la latitude d'initiative de la France. Obtenir une association toujours plus étroite des parlements nationaux à la gouvernance européenne me tient à cœur et je suis favorable à ce que le débat se poursuive sereinement sur cette question au sein de notre Assemblée. Il nous appartient, mes chers collègues, de nous approprier en particulier l'exercice du semestre européen qui porte non seulement sur les politiques budgétaires, mais sur l'ensemble des politiques économiques et qui devrait donc être intégré à l'ensemble de nos travaux législatifs. Christophe Caresche a dit tout à l'heure qu'il aurait fallu, pour réaliser le traité, faire une convention. Je voudrais lui dire amicalement que j'ai participé à la Convention sur l'avenir de l'Europe, qui a duré 1 an et demi, et que vous imaginez les négociations qu'il y aurait pu avoir à l'intérieur d'une convention alors que nous sommes en pleine crise et qu'il fallait réaliser ce traité dans les délais les plus brefs. Et donc, je n'approuve absolument pas cette proposition. Elle est certes, elle va dans le sens de la participation des parlements nationaux, des parlements européens, mais nous étions dans l'urgence, dans une crise majeure, sans précédent, depuis celle de 1929. Christophe Caresche a aussi dit que nous étions à la traîne de l'Allemagne. Et je souscris totalement à ce qu'a dit le ministre. On voit bien d'ailleurs que toutes les propositions, toutes les initiatives fortes, la gouvernance économique, la solidarité à l'intérieur de l'Europe, ce sont des mesures qui ont été inspirées par la France, qui ont été poussées par la France et auxquelles l'Allemagne s'est ralliée. Là aussi, je voudrais m'adresser à Christophe Caresche pour lui dire qu'il se souvient bien que lorsque nous nous rendions en Allemagne, les Allemands ne voulaient ni de la gouvernance économique, qui était un mot tabou pour eux, ni de la solidarité, dont ils considéraient qu'elle n'était pas conforme au traité. Et aujourd'hui, nous en sommes arrivés à pouvoir faire adopter un mécanisme européen de stabilité de 500 milliards d'euros, auquel l'Allemagne va évidemment participer en tout premier lieu. Ensuite, Christophe Caresche a reproché le fonctionnement du couple franco-allemand par rapport aux autres pays européens. Je vais, si vous me le permettez, raconter une anecdote qu'il connaît déjà, puisque je l'ai racontée en commission des affaires européennes, lorsque j'étais à la Convention. Lorsque j'étais à la Convention, j'ai été un jour convoqué, invité par le président Prodi dans son bureau, et qui m'a dit, vous savez, à l'époque, les relations entre Schröder et Chirac étaient très mauvaises. Vous savez, si le franco-allemand ne fonctionne pas, il n'aboutira rien de cette convention. Et il m'a dit, transmettez-le à Paris, il faut absolument que les relations entre la France et l'Allemagne s'améliorent.
J'ai évidemment obtempéré à ce que M. Prodi me demandait, et ce n'est pas mon intervention qui a joué, mais il se trouve qu'au moment, à ce moment-là, les relations entre Schröder et Chirac se sont fortement améliorées et que le couple franco-allemand s'est mis à faire des propositions à la Convention, ensemble et totalement convergentes. Et à ce moment-là, j'ai été invité par M. Prodi dans son bureau avec un petit déjeuner qui m'a dit « Bon, ben c'est bien, maintenant la France et l'Allemagne... et il m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce couple franco-allemand qui ignore les autres, etc. » Donc le même qui souhaitait qu'il y ait un couple franco-allemand qui fonctionne, reprochait 15 jours plus tard que le couple franco-allemand écrase les autres. C'est un exercice évidemment difficile, mais sans le couple franco-allemand, le ministre l'a souligné, rien ne se serait fait, ni sur la gouvernance économique, ni sur la solidarité, ni évidemment sur le pacte de stabilité. Et je voudrais dire que ce couple est équilibré et que dans les propositions qui sont faites, on voit bien qu'il y a des initiatives qui viennent de la France, des initiatives qui viennent de l'Allemagne, et c'est ça le fonctionnement opportun du couple franco-allemand. Revenons au texte de la proposition du groupe socialiste. S'il faut incontestablement améliorer le fonctionnement démocratique du gouvernement économique européen, je pense dangereux, comme l'a dit notre collègue, de transformer l'examen annuel de croissance en acte législatif européen, et je pense qu'il faut au contraire faire bien fonctionner le semestre européen qui organise la coordination des politiques économiques en préservant toutefois la souveraineté nationale en matière budgétaire. Quant à l'argument selon lequel transformer ce rapport de la Commission européenne en acte législatif permettrait aux parlements nationaux de s'en saisir, il est totalement superflu, puisque nous avons déjà la possibilité, grâce au traité de Lisbonne, en l'état actuel du droit, de nous saisir de tout document émanant des institutions communautaires. Le second objectif que la proposition de résolution met en avant est la relance de l'activité économique en Europe à travers une véritable politique de croissance et d'investissement. Mais en quoi consisterait cette véritable politique? Vous passez sous silence les décisions prises par le sommet européen du 30 janvier en faveur de plus de relance européenne à hauteur de 82 milliards d'euros. Vous passez également sous silence les initiatives courageuses, ambitieuses, nouvelles, prises par Mario Draghi à la tête de la BCE, avec près de 500 milliards de prêts aux banques. Votre résolution consiste en fait en une liste de mesures pour encourager la spirale de la dette publique en Europe. Mutualisation des dettes publiques nationales, refinancement du mécanisme européen de stabilité à la BCE, introduction de la possibilité pour le budget de l'Union d'être en déficit. Je souligne en ce qui concerne ce dernier point d'ailleurs que c'est totalement contraire aux traités et qu'il faudrait réviser les traités. En êtes-vous conscients, mesdames et messieurs, et est-ce pour ce motif que vous envisagez ouvertement, de façon, je dois dire, arrogante et méprisante par rapport à nos 24 partenaires, une renégociation des traités conclus? On voit l'effet que cela produit chez nos partenaires européens, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche, ce qui explique d'ailleurs que certains d'entre eux apportent leur soutien d'ores et déjà à Nicolas Sarkozy, comme M. Schröder, comme Mme Merkel ou comme hier M. Monti. On trouve pêle-mêle dans cette liste d'attribution d'un rôle accru de la Banque européenne d'investissement. Il faut saluer, j'en conviens, l'activité remarquable de la BEI, mais quel serait ce rôle accru? On trouve aussi l'augmentation du volume du budget de l'Union européenne, hypothèse évidemment irréaliste dans le contexte actuel, et qu'il est donc dangereux de présenter comme possible. Ceci n'est pas la position de la France. On y trouve également le recours aux euro-obligations, vous en avez parlé, Monsieur le Ministre, ce n'est pas non plus notre position. Ce n'est qu'au terme du processus de convergence économique et financière qui a été engagé que l'on pourra mettre en place les obligations européennes. Vous parlez aussi de l'instauration de la taxe sur les transactions financières. Très bien, d'accord, mais qu'y a-t-il de nouveau? Le président de la République
et Mme Merkel n'ont cessé de défendre cette question au sein du G20, au sein de l'Union européenne, et notre Assemblée a voté à l'unanimité, il y a quelques mois, une proposition de résolution d'ailleurs émanant du Parti socialiste, soutenant l'instauration de cette taxe. Et la Commission des affaires européennes a à nouveau examiné cette question et a adopté le 1er février une proposition de résolution dans ce sens, saluant notamment l'initiative française visant à créer une dynamique européenne autour d'un groupe pionnier. Et cela a été voté ce matin à l'aube par l'Assemblée nationale. Et je dois dire que je salue totalement la position de la France, car si la France ne s'était pas lancée dans cette affaire, d'abord de façon spontanée, mais ensuite en convainquant 8 autres pays, comment constituer le groupe pionnier auquel nous aspirons les uns et les autres. Enfin, votre proposition formule une invitation adressée au gouvernement pour envisager la mise en œuvre d'une séparation des activités de dépôt et d'investissement des banques, dont on cherche vainement à comprendre en quoi il s'agit d'une mesure de relance de l'activité économique ou du renforcement du contrôle démocratique, mais surtout, ce n'est pas une proposition qui relève de l'Europe, c'est une proposition d'ordre interne et je ne vois pas ce qu'elle vient faire dans votre proposition de résolution. Autant de débats qui méritent d'être lancés, notamment celui des euro-obligations, celui de la réforme du budget de l'Union, celui de l'association des parlements à la gouvernance, même si sur ces sujets nous avons fait des progrès importants, mais cette proposition de résolution les pose en des termes inopérants. Et donc le groupe UMP votera contre cette proposition de résolution européenne. Merci. Merci, Monsieur Lequier. La parole est maintenant à Madame Elisabeth Guigou pour le groupe SRC pour une durée de 15 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, Monsieur le rapporteur, chers collègues présidents de la Commission des affaires européennes, Lequier, avec lequel nous travaillons très très bien, je voudrais vous dire que, en effet, cette proposition de résolution est politique. Et qu'elle est volontairement politique parce que nous considérons qu'il n'y a pas qu'une seule politique possible en France pour résoudre la crise grave dans laquelle nous sommes depuis maintenant plus de 3 ans, d'ailleurs depuis bien plus longtemps. Il n'y a pas qu'une seule politique possible au niveau européen, ce n'est pas vrai. Il y a une autre politique possible que la politique libérale qui nous a conduits dans le mur où nous sommes et qui est menée depuis des années maintenant. Et il y a évidemment une autre voie possible pour résoudre la crise économique, sociale et politique que l'Union européenne traverse depuis maintenant 2008. Donc c'est une proposition politique et non partisane. Et nous avons un différend là-dessus depuis longtemps. Je pense qu'il faut arrêter de considérer que l'Union européenne, les politiques européennes doivent être placées en dehors du débat politique légitime. Il n'y a pas qu'une seule voie possible, il y en a plusieurs, et c'est ce que notre proposition de résolution s'attache à démontrer. Alors, nous présentons plusieurs pistes d'amélioration, justement, du gouvernement économique européen, qui est indispensable, évidemment, si nous voulons résoudre la crise, et en particulier, nous présentons des propositions pour améliorer, pour répondre à la fois au déficit de croissance, car s'il n'y a pas de croissance, on ne résoudra pas les problèmes de dette et de déficit, sans parler de l'augmentation gravissime de l'explosion du chômage et de la précarité, mais aussi pour répondre au déficit démocratique, qui est un vieux problème lancinant dans l'Union européenne et auquel je crois, plus nous voulons augmenter l'intégration et plus nous devons apporter des solutions. Alors, la réponse des dirigeants européens ne nous paraît pas du tout à la hauteur, elle est de surcroît bien tardive. Nous savons que les décisions qui ont été prises depuis mai 2009, c'est-à-dire plus d'un an, un an après le début de la crise,
n'ont d'ailleurs pas été appliquées, puisque le mécanisme européen de stabilité qui organise la solidarité, dont nous débattrons dans cet hémicycle, Monsieur le ministre, la semaine prochaine, mardi, ce mécanisme, hélas, n'entrera en vigueur qu'au mois de juillet prochain. Mais je voudrais surtout concentrer mon propos sur le projet de traité intergouvernemental qui va être présenté devant notre Assemblée dans quelques mois et qui devrait être signé, donc qui a été signé, qui est fait l'objet d'un accord et qui est un dispositif juridique complexe. Il a été élaboré dans l'urgence, non pas pour apporter des solutions concrètes à la crise ou pour relancer une véritable politique européenne, mais pour envoyer un signal que l'on espérait convaincant au marché. Pourquoi pas? Le problème, c'est que le signal a été reçu, mais que malheureusement, ça n'a pas réussi à éviter la dégradation de la note de notre pays, que je déplore, par l'agence Standard & Poor's et malheureusement, hélas, qui risque de se faire par une autre agence. Alors, on a agi dans la précipitation. Ce projet de traité intergouvernemental ne répond évidemment pas à l'urgence de la crise, qui aurait été de mutualiser la dette. Pourquoi? Parce qu'on a laissé enfler le problème grec. Si on l'avait pris dès le départ, c'était un problème à 50 milliards d'euros. Maintenant, c'est devenu le problème de l'ensemble de la zone euro. Voilà ce que les atermoiements, le déficit de politique, de décision politique, la fatigue politique, voilà vers quoi elle nous a conduit. Donc l'urgence aurait été de briser, en effet, par des mesures fortes, la spéculation qui s'attaque à la Grèce, qui s'est attaquée au Portugal et qui risque malheureusement de se propager vers l'Espagne et l'Italie et peut-être un jour, espérons que non, menacer notre propre pays. Donc l'urgence, c'était de desserrer les taux de la spéculation et non pas d'élaborer un nouveau projet de traité. Deuxièmement, ce projet de traité, il n'était pas nécessaire. Évidemment que la discipline budgétaire est indispensable, naturellement. Et d'ailleurs, j'ai négocié le traité de Maastricht, donc je sais ce qu'il y a dedans. Il y a les règles, elles devaient être respectées. Ces règles, elles ont été constamment renforcées par les traités suivants. Donc la règle d'or existe déjà dans des traités qui s'imposent, y compris à notre propre Constitution. Donc la discipline budgétaire est indispensable. Et François Hollande a pris des engagements clairs en ce sens, en disant dès 2013, nous respecterons le déficit de 3% et nous reviendrons à l'équilibre en 2017, si les Français, en tout cas, nous font confiance. Donc, il lui suffit d'appliquer les traités existants, les règlements de la Commission, en dernier le six-pack, et on n'avait pas besoin de ce nouveau traité qui n'ajoute qu'une seule chose, le contrôle par la Cour de justice. Mais est-ce qu'il est raisonnable de judiciariser ce genre de choses? Est-ce qu'on peut penser, imaginons qu'il y ait un déficit structurel excessif quelque part. D'ailleurs, je ne remets pas en cause la notion de déficit structurel, elle me paraît plus intelligente parce qu'elle est contracyclique que les déficits annuels. Mais supposons, est-ce qu'on imagine qu'un recours devant la Cour de justice, qui serait jugé 4 ans ou 5 ans après, apportera une solution à ce problème qui est avant tout politique? Évidemment pas. Bon. Donc, je pense que nous avons, malheureusement, on s'est engagé dans un mauvais chemin qui ne fait que nous faire perdre du temps, alors qu'il suffit d'appliquer les règles existantes, encore une fois, et les règlements de la Commission. Alors, face à la dégradation, évidemment, de la situation, on n'a eu que des tergiversations, des procrastinations. Je me demande d'ailleurs pourquoi, à partir de 2003, quand la France a été en dépassement et en déficit excessif, car nous n'en serions pas là si l'on avait fait comme sous le gouvernement Jospin, si l'on avait respecté les règles. Mais depuis 2003, c'est-à-dire bien avant la crise qui a éclaté en 2008, la France a été constamment en déficit excessif. Et nous n'en serions pas là, évidemment. On n'aurait pas eu ces demandes supplémentaires de l'Allemagne, qui veut des garanties supplémentaires, si notre pays avait su, comme d'ailleurs l'Allemagne, revenir, n'est-ce pas, dans les dispositifs. Je ne dis pas qu'il aurait fallu appliquer les remèdes allemands, mais en tout cas faire ce que nous avions fait, avoir un bon policy mix, comme nous l'avons eu dans les années 97 et 2002. Alors, finalement, nous avons ce traité. Nous considérons qu'il est aussi, non seulement il ne répond pas à l'urgence, non seulement il n'est pas nécessaire, mais en plus il est profondément déséquilibré.
parce que par rapport même à l'accord Sarkozy-Merkel du 9 décembre dernier, il s'est encore retréci davantage aux dispositions budgétaires. Il n'y a rien de substantiel pour soutenir la croissance. Le mot de croissance est prononcé 2 fois, le mot. Aucun dispositif particulier. Il y a la déclaration des chefs d'État et de gouvernement, dont vous conviendrez qu'elle est loin d'avoir la même force, évidemment, qu'un traité. Et ce n'est pas avec la méthode Coué qu'on va évidemment rétablir la confiance, mais c'est en soutenant la croissance. C'est la raison pour laquelle il faudra en effet que ce traité soit renégocié et complété. Alors, sur la croissance, évidemment que c'est le sujet fondamental. Jacques Delors avait, au début des années 90, défini le triptyque sur lequel devrait reposer l'Union. La compétition qui stimule, la coopération qui renforce et la solidarité qui unit. Voilà. Eh bien, nous avons oublié les 2 derniers termes complètement, et même le premier, la compétitivité, on ne prend pas le meilleur moyen de l'améliorer, Monsieur le Ministre, alors que c'est absolument nécessaire. Alors voilà, c'est pour ça que nous avons voulu établir cette proposition de résolution pour élaborer un véritable policy mix européen, car ça, c'est évidemment extrêmement important, avec une bonne combinaison des politiques monétaires et budgétaires, en donnant une capacité d'emprunt pour l'Union européenne, un rôle accru à la Banque européenne d'investissement, qui est indispensable pour financer les grands projets européens, auxquels concourrait aussi, et ce serait extrêmement souhaitable, la mutualisation d'une partie de la dette des États membres. Voilà ce que serait un élément fondateur d'une solidarité communautaire et un contrat politique renouvelé, car face à la gravité de la crise, nous avons besoin de renouveler le contrat politique européen. Alors, c'est vrai qu'il serait souhaitable aussi de créer de véritables ressources propres. Dans nos propositions, nous disons qu'il n'est pas raisonnable d'avoir le même budget à 27, bientôt 28, qu'à 15. Nous allons avoir les négociations 2014-2020 sur les perspectives financières. Convenons que nous pourrions, si nous mutualisions justement ce budget européen, pas seulement utiliser les excédents non utilisés des fonds structurels européens, ça c'est minimum, évidemment. Bon, espérons qu'on va le faire, ça au moins. Mais arriver à financer des projets d'intérêt commun à travers le budget et surtout à travers une capacité d'emprunt. D'ailleurs, la Commission a fait des propositions en ce sens. Elle a proposé que l'on ait des émissions d'obligations, des eurobonds projets. Des émissions d'obligations via la Banque européenne d'investissement qui auraient un effet de levier important, car depuis des années la Commission a proposé ces nouveaux instruments financiers qui auraient un effet de levier, mais il faut leur donner une consistance et une importance beaucoup plus grande, et pour financer évidemment des projets d'intérêt général européen. Alors, ces projets d'intérêt général européen, on pourrait imaginer qu'ils s'appliquent non seulement au secteur de l'énergie, et moi je suis favorable à une communauté européenne de l'énergie, non seulement parce que nous avons besoin de développer les énergies renouvelables, et notre pays y trouverait un grand intérêt, mais aussi, évidemment, au secteur des transports. Qu'est-ce qu'on attend pour essayer de fabriquer un avion du futur, mais aussi à la question de l'économie numérique, qui est gravement concurrencée par la prédominance américaine et bientôt naturellement chinoise et indienne. Et puis enfin, il y a le déficit démocratique. Alors, il n'est pas question, bien entendu, de nier, au contraire, je félicite Pierre Lequillier d'avoir obtenu, grâce à ses efforts, qu'on ait un article qui prévoit que les parlements nationaux puissent être au minimum quand même consultés. Mais enfin, nos parlements nationaux n'ont été saisis de ce projet de traité intergouvernemental, ils ne seront saisis qu'au stade de la ratification. C'est pour ça que nous avons présenté cette résolution, pour qu'on ait au moins ce début de matinée de débat. Et nous n'avons eu que des possibilités n'est-ce pas, de poser des questions pendant 2 minutes. Tout ça est indigne, évidemment, d'un vrai Parlement. Et les références laconiques ne nous suffisent pas. Encore une fois, il est heureux que nous ayons cet article 13
Et encore une fois, je félicite Pierre Lequillier d'avoir au moins obtenu ça, mais nous proposons bien plus que ça, c'est-à-dire qu'il y ait entre Parlement européen et Parlements nationaux, au début du processus de semestre européen, évidemment, qu'il y ait une véritable action en commune et que des réunions à chaque étape importante de la coordination intergouvernementale des politiques économiques et budgétaires. Pour ça, il faut un minimum de structures d'organisation et évidemment, nous en sommes malheureusement encore loin. Alors un mot sur le deuxième traité, celui sur le mécanisme européen de stabilité. Nous avons approuvé, Monsieur le Ministre, la création du Fonds européen de stabilisation financière. Et naturellement, la perspective de devoir remplacer ce fonds intérimaire par un fonds définitif est une chose que nous approuvons. Le problème, c'est qu'on a le sentiment que, d'abord, qu'est-ce qui va se passer pendant la période intermédiaire? Ce mécanisme européen de stabilité va rentrer en vigueur au mois de juillet. Qu'est-ce qui se passe si nous avons une spéculation de grande envergure contre l'Italie et l'Espagne? Ce ne sont pas les 500 milliards d'euros qui sont aujourd'hui peut-être disponibles, qui permettraient de faire face à cette spéculation. C'est la raison pour laquelle nous pensons que le mécanisme européen de stabilité n'est pas suffisamment doté et que ses capacités devraient être augmentées au minimum, en additionnant aux 500 milliards qui sont acquis aujourd'hui pour le mécanisme européen de stabilité, les 250 milliards d'euros du Fonds européen de stabilité. Espérons que le Conseil européen du 1er mars prochain prendra des décisions en ce sens et accordera à ce mécanisme le statut de banque publique pour qu'il ait une licence bancaire et qu'enfin il puisse évidemment se refinancer, comme c'est le cas de toutes les banques, auprès de la Banque centrale européenne. Voilà, chers collègues, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je crois que la solidarité doit être au fondement même, évidemment, du gouvernement économique, ce gouvernement économique européen. Il a besoin de jouer sur tout un clavier. Il ne peut pas être seulement punitif, car sinon nous ne nous en sortirons pas, ni les uns ni les autres. Et je ne parle pas, parce que je n'ai pas le temps, de la situation dramatique qui est faite au peuple grec, 5e année de récession, et ce sont ces peuples qui payent les graves désordres causés par des dirigeants. Par leurs dirigeants. Donc je dis simplement que ce gouvernement européen, il faudrait, comme nous le proposons dans notre résolution, s'engager dans une harmonisation des fiscalités, coordonner les budgets, créer des euro-obligations, mutualiser les dettes, taxer les transactions financières autrement que, évidemment, de façon symbolique, en rétablissant un impôt de bourse qui avait été supprimé un an auparavant par votre gouvernement, Monsieur le Ministre, et élaborer un véritable plan de relance européen. Voilà. Nous souhaitons, encore une fois, que, respectant l'esprit de coopération qui prévaut toujours sur ces questions européennes, vous voudrez bien nous écouter et accepter, considérer favorablement notre proposition de résolution. Sinon, eh bien, nous reviendrons par un autre moyen, parce que c'est vrai que la légitimité démocratique, c'est le suffrage universel et que nous avons devant nous une échéance qui nous permettra de faire valoir nos positions et j'espère de les appliquer. Merci Madame. La parole est maintenant Monsieur Daniel Garrigue pour 5 minutes. Monsieur Garrigue est le dernier orateur inscrit dans cette discussion générale. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la proposition de résolution que nous discutons ce matin constitue une réponse aux 3 projets de traités européens qui, excepté le mécanisme européen de stabilité, n'ont pas donné lieu à un débat significatif au sein du Parlement. Et cette proposition de résolution pose 2 questions essentielles sur lesquelles il est indispensable de débattre, celle de la démocratie, en l'occurrence la place des parlements nationaux dans le processus de décision européen, celle de la sortie de crise qui sera extrêmement difficile si la croissance n'en est pas l'une des dimensions. D'abord la démocratie. La mise en œuvre du semestre européen, destiné à combler la part manquante du traité de Maastricht par l'adoption d'un cadre et d'une procédure de suivi commun à l'ensemble des budgets nationaux,
a posé dès le départ la question du contrôle des parlements nationaux. Je rappelle que le consentement à l'impôt et au-delà l'adoption des crédits budgétaires sont à l'origine même de l'institution parlementaire. La difficulté était réelle pour 3 raisons. D'abord, la définition du ou des stades de la procédure où les parlements nationaux devraient intervenir. Ensuite, la portée de ces interventions au regard de procédures régies par des concepts éloignés des nôtres, advice, assessment, n'ont pas d'équivalent précis dans notre droit. Enfin, l'articulation nécessaire entre le semestre européen et notre propre programmation pluriannuelle des finances publiques, inscrite dans l'article 34 de la Constitution depuis 2008. Des efforts ont certes été engagés, puisque les propositions de résolution issues de la Commission des affaires européennes peuvent venir plus facilement en séance publique, comme c'est le cas aujourd'hui. Et à l'échelle de l'Union, le six-pack a lui-même prévu une association plus étroite des parlements nationaux. Or, nous nous trouvons aujourd'hui, particulièrement avec le traité TSCG, devant une procédure qui prétend refondre tout le cadre des politiques budgétaires en Europe, mais qui, dans son élaboration comme dans sa mise en œuvre, ne laisse plus qu'une place résiduelle et indéterminée à l'intervention des parlements nationaux. Ce traité, qui résulte d'une démarche purement intergouvernementale et qui relègue à l'arrière-plan les parlements nationaux et donc les peuples européens, rappelle fâcheusement, à 2 siècles de distance, l'esprit du Congrès de Vienne. Cette procédure doit être redressée et permettre au Parlement d'être impliqué dès le départ sur les orientations de croissance définies par la Commission et par le Conseil. J'observe que j'avais déposé en octobre 2010 un amendement demandant que ces orientations soient transmises et débattues au Parlement. Et que malgré les engagements pris à l'époque par M. Barouin, il n'y a eu en 2011 ni transmission, pas même à la Commission des affaires européennes, ni débat. Le Parlement, Monsieur le Ministre, sera-t-il mieux respecté en mars 2012 ? L'article 13 du traité prévoit certes une conférence interparlementaire. Mais comme le souligne Elisabeth Guigou dans son rapport, les parlements de l'Union ne sauraient être cantonnés dans un dialogue se déroulant en marge de la prise de décision. Je voudrais dire qu'au-delà, et de façon générale, l'implication systématique du Parlement européen et des parlements nationaux devrait être l'un des moteurs de la construction européenne. Nous avons aujourd'hui 2 légitimités démocratiques. Celle du Parlement européen qui a été renforcée par le traité de Lisbonne, celle des États-nations qui restent dans l'esprit des citoyens le lieu privilégié d'exercice de la démocratie. Impliquer plus fortement les parlements nationaux, si possible avec une structure permanente, la COSAC ou une autre à définir, constituerait un pas déterminant pour l'avenir de l'Europe. Quant à la croissance, je rappellerai brièvement que nous sommes dans une situation où la plupart des États européens sont confrontés à l'exigence immédiate de rétablissement de leurs comptes publics et de réduction de leurs dettes. Ils ne peuvent dès lors qu'être médiocrement acteurs de la croissance et ils ne profitent pas, dans les circonstances présentes, d'un environnement international qui facilite leurs efforts. Or, il est clair que l'Union européenne, qui a la chance à ce jour de ne porter aucune dette, pourrait être la source exogène de mesures propres à relancer la croissance pour l'ensemble de l'Europe. Des emprunts de l'Union ou de la BEI pour financer des programmes d'infrastructure et de modernisation, l'émission d'euro-obligations, un renforcement du budget européen pourraient être effectivement les instruments de cet effort. Il est donc profondément regrettable que le TSCG n'envisage pas ces possibilités et que l'on reste dans une vision strictement budgétaire. Il faut une vision ambitieuse et plus forte de l'Europe. Voilà, Mesdames, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les raisons pour lesquelles il me paraît personnellement nécessaire d'adopter cette proposition de résolution. Merci, Monsieur Garrigue. Monsieur Carrèche, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, à l'issue de ce débat, je voulais simplement apporter quelques précisions, sans revenir évidemment sur l'ensemble de la discussion. D'abord, sur le semestre européen, et je veux répondre à Jean-Paul Lecoq. Oui, nous sommes favorables au principe du semestre européen, tout simplement parce que nous pensons qu'il faut une coordination. On ne peut pas, dans une zone monétaire comme la zone euro, laisser simplement les choses se faire
de manière indépendante. Donc il y a nécessité d'une coordination. En revanche, là où nous contestons ce qui nous est proposé, c'est que nous considérons que cette coordination, ce semestre européen, ne fait pas assez place précisément aux parlements nationaux, à l'expression des parlements nationaux, voire au Parlement européen. Et sur ce plan, nous avons ciblé un problème sur lequel je veux revenir, c'est celui de l'examen annuel de croissance. Ce document, c'est le document qui va inaugurer le semestre européen. C'est un document extrêmement important. Il émane de la Commission. Il va fixer le cadre dans lequel les différents parlements nationaux, les différents États, vont avoir à élaborer leur budget. Peut-on accepter que ce document soit la seule émanation de la Commission? À mon avis, non. Ce document, qui a une place, encore une fois, centrale, devrait être discuté, en tous les cas, au Parlement européen, devrait faire l'objet d'un débat, d'une délibération au Parlement européen, et aussi, d'ailleurs, devrait, à mon avis, à mon sens, être discuté au niveau des parlements nationaux. Parce que je pense qu'il n'est tout à fait normal qu'en amont, à partir du moment où on fixe un certain nombre de principes, qu'en amont de ce semestre européen, eh bien, il y ait une expression démocratique, que ce soit le Parlement européen ou les parlements nationaux, sur ce document, sur ce semestre, sur cet examen annuel de croissance. Deuxième point, la question des traités, et la question du traité en réalité. Elisabeth Guigou a dit beaucoup de choses sur la question de savoir s'il y avait nécessité ou pas à ce traité. Je voudrais simplement ajouter un élément, c'est la position de M. Van Rompuy qui, avant la décision de se lancer dans l'élaboration d'un traité budgétaire, avait démontré qu'il était possible de faire autrement, sans recourir à un traité. La lettre de M. Van Rompuy était extrêmement claire sur ce plan. Il avait, sur le plan juridique, très clairement démontré qu'il était possible de renforcer la discipline budgétaire, les procédures de discipline budgétaire, sans recourir à un nouveau traité. J'étais hier avec un de ses collaborateurs. Je pense, je peux vous dire qu'ils ont quand même assez mal vécu la manière dont la France et l'Allemagne ont écarté ces propositions de manière extrêmement sèche. Donc, il était possible de faire sans. Ça, c'est évident. Et si nous avons aujourd'hui un traité et un traité budgétaire, c'est essentiellement pour une question d'affichage. Disons clairement les choses. Et d'ailleurs, Monsieur le Ministre, vous savez bien qu'au départ, la France n'était pas favorable à un traité. La France n'était pas favorable à un traité et qu'elle s'est ralliée à cette initiative. Donc il était possible de faire sans le traité, ce qui aurait d'ailleurs évité plusieurs choses. D'abord de tordre le droit communautaire. Nous avons maintenant des problèmes juridiques qui, à mon avis, ne sont pas encore résolus, on en parlera lorsque le traité budgétaire viendra, qui ne sont pas résolus et qui vont poser des problèmes. Et ensuite, cela aurait aussi peut-être permis de garder la cohésion de l'ensemble de l'Union européenne, ce qui n'a pas été le cas. Alors, est-ce que ce traité peut être renégocié? À l'évidence, oui. Pour une raison simple, c'est qu'il n'est pas ratifié. Il n'est pas ratifié. Donc, à partir du moment où cette ratification n'est pas acquise, et elle ne le sera pas en tout état de cause avant l'élection présidentielle, eh bien à ce moment-là, il y a évidemment une discussion possible. Imaginons qu'une nouvelle majorité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, décide de voter contre ce traité, de ne pas ratifier ce traité. Monsieur le ministre, il y aura évidemment rediscussion, il y aura évidemment renégociation. D'ailleurs, vous le savez bien, ça s'est passé de cette manière avec le traité constitutionnel. Il n'a pas été ratifié, eh bien il y a eu discussion. Et c'est le traité de Lisbonne qui a été élaboré à ce moment-là. Donc il y aura, tant que la ratification n'est pas intervenue, il y a évidemment possibilité de rediscuter et de renégocier. C'est ce que nous souhaitons, car encore une fois, le traité tel qu'il est présenté ne répond pas clairement pour nous à la nécessité d'une relance économique en Europe. Merci, Monsieur le Ministre. Ce débat était riche, technique, mais en même temps
important sur les positionnements des uns et des autres. Et je remercie tous les orateurs, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, de l'intérêt que chacun a pu y apporter. Je voudrais être bref parce que nous allons nous retrouver ici sur le mécanisme européen de stabilité et le traité. Et donc, je dirais, sans vouloir minimiser l'intérêt que j'ai eu à être parmi vous aujourd'hui, c'est un avant-goût de la discussion que nous aurons ultérieurement. Dans ce contexte, je voudrais dire simplement sur quelques points particuliers. À Mme Karamanli, d'abord, que si vous regardez les sondages qui sont effectués en Grèce aujourd'hui, 70% des Grecs sont contre le plan. Et 70% des Grecs sont pour rester dans l'euro et rester dans l'Europe. Cela veut bien dire qu'il n'y a pas un rejet de l'Europe et de l'euro de la part des Grecs. Il y a un rejet des erreurs passées et de la démarche politique qui a été menée antérieurement. J'ai entendu M. Brideau avec intérêt. Il a effectivement dit que les dispositifs étaient de bon sens et allaient dans le bon sens. Et je pense qu'il a parfaitement raison de dénoncer une démarche qui est politique, pas forcément politicienne, mais qui arrive dans un contexte dans lequel, évidemment, les clivages peuvent s'exacerber. Madame Guigou et Monsieur Lecoq ont fait des remarques qui me paraissent importantes. Madame Guigou a dit qu'il n'y a pas d'autre voie, et Monsieur Lecoq a bien montré qu'il y avait une autre voie. Voilà. Et l'autre voie, elle est là et là. Je me demande comment Monsieur Mélenchon, qui définit une voie totalement différente de celle de Monsieur Hollande, trouvera la solution après une éventuelle victoire de l'ensemble de cette partie de l'hémicycle pour arriver. Et moi, je continue à considérer que les communistes existent, qu'ils ont un passé. Ça vous énerve ? Le ministre a la parole. Vous l'aurez dans quelques minutes, Monsieur Le Bouillonnec. Monsieur le ministre, merci de poursuivre. Je suis vraiment désolé que ça vous énerve, que je dise qu'il y a une autre voie qui est celle proposée par les communistes, et je ne l'approuve pas. Ils sont contre le traité de Maastricht, ils sont contre l'organisation d'une économie de marché, et ils ont une logique. Donc, permettez-moi de rappeler que la logique qu'a défendue Mme Guigou n'est pas tout à fait la logique qu'a défendue M. Lecoq, et que je suis en droit de m'interroger sur la façon dont pourrait se constituer une éventuelle possible majorité qui poserait problème. Oui, je sais très bien que les arrangements politiciens dépasseront à ce moment-là les logiques politiques. Je voudrais aussi poser le problème de la démocratisation. C'est quand même le traité de Lisbonne qui a fait la principale avancée en matière de démocratisation. Et que ce traité de Lisbonne a fait que le Parlement européen, pour la première fois, est en codécision avec le Conseil, et que personne ne le nie. Et que pourtant, le traité de Lisbonne, c'est une période dans laquelle, au Parti socialiste, il y avait aussi deux solutions. Il y avait le plan A et le plan B. Donc, vous voyez bien, Madame Guégou, que même à l'intérieur de votre parti, il peut y avoir encore une large divergence. Et puis, reste le problème qu'a évoqué M. Karesh et que j'ai écouté avec intérêt. Le traité ne sera pas ratifié avant les élections, et donc, puisqu'il n'est pas ratifié, il peut ne pas être signé. J'ai trouvé aussi une contradiction, puisque Mme Guigou dit il y a une partie qui est intéressante, c'est le fait de consacrer 82 milliards, ce n'est pas complètement négligeable, à la formation des jeunes et aux petites et moyennes entreprises, et donc à la croissance, et qui fait référence au passage au titre 4, à l'article 9, 10, 11, qui parle justement de cette croissance et de l'emploi. Eh bien, une fois vous dites le traité est inutile, et une fois vous dites c'est dommage que les éléments de croissance qui sont dans la déclaration ne soient pas dans le traité. Il faudrait savoir, ou bien on a un traité ou bien on n'en a pas, et si on a un traité, eh bien, il n'est pas illogique à ce moment-là d'y trouver les éléments que vous attendez. En fait, non. Qu'est-ce que ferait la non-ratification du traité? Permettez-moi de rappeler juste une chose. Oui, la France peut vouloir
Mais il y a autour d'elle 17 pays de la zone euro et 27 pays européens, peut-être 28, enfin sûrement 28 dans quelque temps. Cela veut donc dire qu'on ne peut pas à la fois dire la France doit être hégémonique et en même temps défendre une vision parlementaire ouverte et communautaire. On ne peut pas à la fois dire on n'a pas écouté la Commission et puis ensuite dire je veux de la démocratie. La Commission, à mes yeux, n'a pas été élue. Et je préfère des décisions qui sont prises par des chefs d'État et des parlements plutôt que des décisions qui sont prises par la Commission. Donc toutes ces contradictions, il faudra les assumer, y compris le fait d'assumer de dire, avec la main sur le cœur, les Grecs ne doivent pas être étouffés par la dette. Mais vous expliquerez aussi aux Français et aux Françaises que nous devons avoir aucune discipline budgétaire à imposer à aucun pays et continuer à mutualiser les dettes, y compris des erreurs passées, non pas du peuple grec, mais des hommes et des femmes qui ont été démocratiquement élus par le peuple grec. Donc je vous invite effectivement à réfléchir à l'ensemble de ces problématiques. Je ne dis pas que c'est la seule voie, je ne dis pas que tout est abouti, je ne dis pas que la démocratie ne peut pas continuer au-delà des propositions intelligentes et qui ont été adoptées de Pierre Lequillier. Je ne dis pas non plus que le pacte tel qu'il est aujourd'hui a trouvé le parfait équilibre. Je dis simplement que les situations dans lesquelles nous nous trouvons pour la croissance et pour l'emploi, c'est la discipline d'un côté et c'est la solidarité de l'autre. Le mécanisme européen de stabilité qu'a voulu la France et qui a été adopté, et en même temps la discipline budgétaire et la règle d'or. Et je termine en rappelant que lorsque je rencontre M. Schulz, qui est un socialiste allemand, c'est vrai, eh bien, il est pour la règle d'or. Et donc, il y a un parti en Europe, un seul, qui est contre la règle d'or, c'est le Parti socialiste français. Je vous invite à y réfléchir lorsque vous envisagez une organisation. Oui, excusez-moi. À force. Allez, Monsieur le Ministre, la parole pour Je finir conclus son en intervention. remerciant M. Lecoq d'avoir rappelé une fois de plus aux socialistes et à moi-même son existence. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, mes chers collègues, j'appelle votre attention sur le fait que la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire ayant conclu au rejet de l'article unique de la proposition de résolution à l'Assemblée, conformément à l'article 151-7, alinéa 2 de notre règlement, est appelée à voter sur ces conclusions de rejet. Si ces conclusions de rejet sont adoptées, la proposition de loi sera rejetée. Si elles sont rejetées, les conclusions, nous examinerons l'article unique de la proposition. Je mets donc aux voix ces conclusions de rejet. Qui est pour les conclusions de rejet? Merci. Qui est contre? Donc, nous n'avons pas à discuter cet article unique. L'Assemblée ayant adopté les conclusions de rejet de la Commission, la proposition de résolution est rejetée. Il n'y aura donc pas lieu de procéder au vote solennel prévu par la conférence des présidents. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, merci. La séance est suspendue pour 2 minutes.